Financement du plan national de développement 2016-2020, les partenaires de la Côte d'Ivoire promettent plus de 7 000 milliards de francs CFA. Le programme présidentiel d'urgence dote le village de Moronou dans le centre du pays de 7 classes primaires. De nouveaux élèves pourront bientôt être accueillis. Enfin, au Venezuela, l'opposition manifeste et réclame le départ du président Nicolás Maduro. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Moisson fructueuse donc pour la Côte d'Ivoire au bureau de la Banque mondiale à Paris. Le pays a mobilisé 7 700 milliards de francs CFA au premier jour de la réunion du groupe consultatif sur le plan national de développement 2016-2020. Le gouvernement ivoirien, faut-il le préciser, attendait au titre des investissements publics 4 425 milliards de francs CFA. Et aujourd'hui, c'est au tour du secteur privé de montrer son soutien et sa confiance au pays. 2012 à 2015, le premier plan national de développement dans les 3 orientations, la paix, la sécurité, la réconciliation nationale et la relance économique, à partir des acquis de ce PND, était élaboré un second plan. À Paris, le groupe consultatif pour le financement de ce plan dirigé par le Premier ministre, Daniel Kablan-Duncan, plante le décor. 1 million de personnes sont sorties de la pauvreté. Je crois que c'est de l'argent bien placé et nous souhaitons accélérer ce mouvement pour 2020 avec une transformation structurelle de l'économie ivoirienne d'une part, mais aussi la diminution de moitié du taux de pauvreté en Côte d'Ivoire sur les 5 ans à venir. Et pour convaincre les partenaires extérieurs, des efforts pour une meilleure gouvernance ont été faits. Les efforts ont porté sur le dispositif juridique, mettre en place des tribunaux spécialisés pour prendre en charge de façon rapide et efficace toutes les questions commerciales. Donc c'est un ensemble de mesures. Il a parlé de la formation, l'éducation et la formation, sur lequel doit être mis un accent particulier, la promotion du genre et évidemment celle de la jeunesse également. Il a parlé donc de la transformation de notre économie également qui est important. Donc la construction d'infrastructures, c'est tous ces points et tous les axes que le Premier ministre a développés. Développement bien perçu, la Banque africaine et la Banque islamique de développement, le Fonds monétaire international et la Banque mondiale l'ont relevé. On voit que la croissance africaine va diminuer en 2015, 2016 et 2017. Pour éviter ces chocs, il faut transformer au maximum vos ressources sur le plan intérieur. Et c'est en ce sens qu'il faut saluer ce deuxième plan de la Côte d'Ivoire qui se fonde sur la transformation structurelle de l'économie. De bonnes dispositions. Reste à obtenir les fonds. Et après plusieurs consultations dans l'après-midi, la bonne nouvelle, le groupe a obtenu le double des projections à 7 700 milliards de francs CFA, dont 5 000 dont de la Banque mondiale. Le gouvernement envisageait de mobiliser au cours de cette journée la somme de 4 425 milliards de francs CFA, soit autour de 8,8 milliards de dollars US, toujours avec le taux de 500 francs CFA pour $1. Mais de ce qu'on nous indique, les engagements actuellement fournis ont dépassé 15 milliards de dollars. Première journée de discussion, les choses s'annoncent bien. Place désormais aux rencontres du mercredi 18 mai avec le secteur privé. Des explications de Franck Quadio. Retour en Côte d'Ivoire, plus précisément dans la région centre. 7 nouvelles classes primaires ont été offertes récemment au village de Moronou dans la sous-préfecture de Pegbo. Ces infrastructures scolaires ont été construites grâce au programme présidentiel d'urgence. Le village de Moronou, faut-il le préciser, manquait d'établissements pour accueillir de nouveaux élèves. École primaire publique Moronou 1 dans la sous-préfecture de Pegbo. Cette école, créée en 1959, est dans un état de dégradation très avancé. Toiture à ciel ouvert, murs fissurés et problèmes d'étanchéité. Pendant le cours, quand il fait chaud, les élèves ne peuvent même pas s'asseoir. Moi, je suis obligé de déplacer les tables. Quand il pleut aussi, on est obligé d'arrêter les cours. Le directeur n'a pas de bureau. Donc vous voyez le placard même qui est là-bas.
Il y a des extraits de 1970 même qui sont dedans. Et ces extraits-là, quand les enfants viennent pour les chercher, c'est difficile. Que des difficultés à Moronou. Dans la deuxième école primaire du village, l'on note l'absence de latrines et de clôture. Il n'y a pas de clôture et les animaux rentrent, même les voitures, les motos circulent. On peut avoir des accidents. Les enfants venaient peut-être déféquer derrière les maisons. On a tenté même de faire des latrines quelque part là-bas, mais ça n'a pas suffi. Chaque année, 150 enfants sont inscrits en classe de CP1, mais les infrastructures font défaut. Cette année, par exemple, à l'inscription, à l'entrée, au cours de l'année, on a reçu 160 élèves comme inscrits pour le CP1, pour mon école seulement. De l'autre côté, il y a plus de 70 élèves au CP1. Pour mon école seulement, j'ai reçu plus de 160. Et sur les 160, présentement, ceux qui sont en classe, on a 156, dont 76 pour le CP1A et 80 pour le CP1B. La mutuelle de développement économique et social de Moronou, MUDESMO, ayant compris l'importance de l'éducation, a construit des salles de classe pour accueillir ces nouveaux élèves. On a fait ça pour contribuer vraiment à l'éducation des enfants, puisque les enfants, au lieu de partir dans les autres villages ou bien dans les autres villes, on a décidé à ce que la mutuelle prenne en compte pour construire des écoles et une manière de contribuer aussi. C'est vrai, la mutuelle a beaucoup fait, et vraiment, mais c'est insuffisant. Donc vraiment, on demande aussi aux autorités de venir nous aider aussi. En plus de la mutuelle, le programme présidentiel d'urgence PPU a construit 6 classes primaires et une classe maternelle. Tous ces bâtiments seront inaugurés en juillet prochain. Des précisions de Grace Kando. Restons dans le centre du pays. Bourebo, village du département de Béoumi, aspire au développement. Malgré d'énormes acquis tels que le pont sur le fleuve Bandama, difficile de se déplacer entre les différents villages. Cette situation, on le devine aisément, compromet gravement le développement de la localité. Les populations ont exprimé récemment leurs préoccupations au ministre de la Promotion de la Jeunesse. Sidi Tiemoko Touré était l'invité spécial d'une cérémonie de pose de première pierre de la cantine scolaire de Bourebo. C'est un reportage de Kwadio Kwame de RTI Bouaké. Le pont de Béoumi sur le fleuve Bandama, 304 mètres de long, est inauguré en octobre 2015. Un ouvrage synonyme de désenclavement, salué à grands cris par les populations. Mais une fois le pont traversé, à l'intérieur des terres, l'état de la route, un calvaire. Après le pont, les routes qui relient les villages. Par exemple, entre Bayarabo et Kwasikwamekro, il y a un pont qui est cassé. De ces deux localités jusqu'à Bourebo, autre village de la région, même constat. Ici, les difficultés sont multiformes. Nous avons urgemment besoin d'une ambulance. On a urgemment besoin de faire les routes. Vous avez vu en venant que c'est difficile de pratiquer les routes de Béoumi à Bourebo. Des préoccupations exprimées au ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi jeune et du Service civique, Sidi Touré, fils de la région, à l'occasion de cette cérémonie de pose de la première pierre de l'école maternelle et de la cantine scolaire du village. Je leur ai fait la forte recommandation de s'unir, de rester unis dans l'action, de rester unis dans toutes les initiatives qu'ils vont prendre, parce que c'est unis que nous pouvons, qu'ils peuvent atteindre les objectifs de développement qu'ils visent. Des conseils bien notés. Bourebo, fort de plus de 4000 âmes, notons-le, fait partie de la sous-préfecture de Kondrobo dans le département de Béoumi. Boindougou, dans la région du Béret, la jeunesse s'active dans la lutte contre le chômage. En effet, plusieurs initiatives sont prises pour la création d'activités génératrices de revenus. Toutefois, il y a un hic. Ces jeunes manquent de fonds propres pour démarrer leurs projets. On en parle avec Hassan Khan et Kader Sogodogo de RTI Bouaké. Selon une étude du gouvernement ivoirien, 25% des jeunes sont sans emploi. À Boindougou, sous-préfecture de la région du Béret, les jeunes décident de contribuer à la réduction de ce taux de chômage.
À cet effet, ils entreprennent. On a commencé à Abidjan. Je me suis débrouillé installé pour participer au développement de mon village. Je fais l'élevage de poulets. Je n'ai pas moyen pour faire. Je suis chez moi pour débrouiller un peu. Je veux que mon grand frère ou bien l'État n'a qu'à m'aider. Je n'ai qu'à grandir ça, je n'ai qu'à quitter dans la cour voilà, pour aller pour faire grand. Occasion pour ces jeunes de fédérer leurs forces au sein de la Fédération de la jeunesse pour l'émergence de la sous-préfecture de Bouandougou. Cela afin de bénéficier des différents projets initiés par le gouvernement en faveur de la jeunesse ivoirienne. Ils sont donc venus des 23 villages de la sous-préfecture de Bouandougou pour exprimer aux autorités administratives, coutumières et religieuses leur volonté de participer au développement de la localité. Il y a près de 200 projets initiés dans la sous-préfecture de Bouandougou dont nous attendons les financements. 70% sont des agriculteurs. Ils ont besoin d'encadrement pour évoluer avec ces projets. Nous venons de prendre un engagement pour la jeunesse sous-préfecture de Bouandougou. Il faut que cet engagement soit respecté. Les représentants de l'administration, les chefs coutumiers et religieux de la localité saluent cette prise de conscience de la jeunesse de Bouandougou à entreprendre pour son autonomisation. De la culture pour terminer, l'actualité nationale. Des figures marquantes du théâtre ivoirien ont rendu hommage récemment à la comédienne Albertine Nguessan, décédée le 22 avril dernier à Oumé, dans la région du Gor. Bienvenue Neba, Gabriel Zahon, dit Magneto, Thérèse Tabat et d'autres acteurs ivoiriens. Ils sont venus en foule pour célébrer Albertine Nguessan. C'était à l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle dans la commune de Cocody. Un reportage de Herman Niamien et Issa Yeo. Hommage des hommes de théâtre Albertine Nguessan à l'Institut national des arts et de l'action culturelle INSAC à Cocody. Très peu connue par la jeunesse actuelle, la comédienne est entrée à l'école de théâtre de l'Institut national des arts INA, aujourd'hui Institut national des arts et de l'action culturelle INSAC en 1967. Après sa formation, elle écrit en compagnie de comédiens chevronnés comme Biti Mouro, Bienvenue Neba, Atawa Mathieu et bien d'autres, les plus belles pages du théâtre ivoirien. Pour Jean Oba, le directeur de l'INA qui l'a recruté, Albertine Nguessan reste l'étudiante studieuse. Albertine était une grande comédienne et surtout, elle était très consciencieuse. Elle était très consciencieuse et avec Anne Kakou, avec Thérèse Tabat, elle formait un trio remarquable. Albertine Nguessan a joué dans de nombreuses pièces et tourné dans beaucoup de films. Elle a surtout marqué ses pairs par son aisance du jeu et sa forte personnalité. Contrairement aux artistes qui sont toujours en train de râler, de faire des caprices, Albertine n'en avait pas. Elle n'avait pas beaucoup de caprices. Mais c'est quelqu'un qui vous disait, quand c'est vert, elle dit c'est vert. Quand c'est rouge, elle dit c'est rouge. Quelque chose que vous faites. Maintenant, si vous voulez qu'elle accepte le vert comme rouge, bon, elle va l'accepter parce qu'elle veut qu'il y ait cohésion. Albertine, c'était moi. Moi, c'était Albertine. Nous étions que deux. Nous étions deux complices. Même sur la scène, nous étions des complices. Elle a souvent des trous de mémoire. Et dès qu'elle a un trou de mémoire, elle se tourne vers moi et dit, on dit quoi? On dit quoi? Là, il la suite. Puis on rigole. Et je lui dis, dès qu'on sort de scène, je dis, tu vois, quand on est souvent sur la scène, tu me demandes combien on va nous payer. Tu n'es pas concentré. Concentre-toi, Albertine. Puis on rigole. Une femme qui aimait jouer, aussi bien sur scène qu'au cinéma, devant les caméras, avec beaucoup de naturel. Elle était à l'aise, aussi bien sur scène que devant une caméra. Enseignante à l'INA devenue INSAC, Albertine Nguessan a pris sa retraite en 2003 après 30 ans de loyaux services à la nation dans le domaine du théâtre. Décédée le 22 avril à Oumé, ville située au centre-ouest de la Côte d'Ivoire, elle sera inhumée ce samedi dans la même ville. Au Nigeria, une lycéenne de Chibok retrouvée 2 ans après son kidnapping. Enlevée par Boko Haram à l'instar de 275 autres jeunes filles dans le nord-ouest, Amina, c'est son nom, a été retrouvée saine et sauve hier par un groupe d'autodéfense dans la forêt de Sambissar, non loin de la frontière camerounaise. Elle aurait eu un enfant lors de sa captivité.
Enfin, l'opposition dans la rue au Venezuela. Les opposants réclament en effet un référendum qui permettrait de révoquer le président Nicolás Maduro. La raison, le pays, rongé par une inflation record, est au bord du précipice. Ils montent tous au créneau. Au Venezuela, la tension monte entre le président et l'opposition. Hier mardi, à main levée, l'opposition majoritairement représentée au Parlement a rejeté l'état d'exception décrété par le président Maduro. Un état d'exception qu'ils accueillent comme un outil venant accentuer le niveau de dégradation de l'ordre constitutionnel et démocratique dans le pays. Enrique Capriles, candidat malheureux face au président Maduro en 2013, avait lancé un message de manifestation à l'endroit des populations visant à une revendication de la destitution du pouvoir en place. Un message aussitôt perçu. Ce mercredi, ils ont été nombreux, ces Vénézuéliens, qui réclamaient dans les rues un référendum conduisant à la révocation de Nicolás Maduro. Manifestation enrayée de violence. Enrique Capriles a également appelé l'armée à la désobéissance. Il leur a demandé de choisir entre la Constitution et le régime en place. Maduro, de son côté, ne garde pas le silence. Il entend déjouer le projet de référendum qu'il qualifie de projet non viable. Il accuse par ailleurs l'opposition de fraude. Nicolás Maduro aura-t-il le même sort que son homologue du Brésil? La question reste posée. Toujours est-il que le Venezuela court le risque d'une explosion socio-économique, selon des experts. Des explications de Sidonie Davila. Voilà, merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour d'autres informations.